Arthur Rimbaud écrivait « On n'est pas sérieux quand on a 18 ans ». Eh bien, Arthur Rimbaud n'a pas rencontré Oliver Behrman, la grande surprise, l'invité surprise de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, deuxième manche du championnat du monde de Formule 1, édition 2024. Salut les amis, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau débrief des pistonnés. Deuxième débrief dans nos nouveaux locaux, nouveaux décors, mais l'âme des pistonnés reste la même avec notre duo de luxe, le H, Hamza Armani, le BG, Brice Guerlain. Comment ça va les gars ? Non, soy negativo. Je ne pensais pas que tu reprendrais. Bien sûr, il faut citer, c'est le petit Chelem. C'est le petit Chelem qui nous avait. Non, parce que la semaine dernière, on m'avait dit que j'étais trop dans les superlatifs. Je vous ai dit que c'était le monde Là, autour de la Formule 1 on qui est- provoquait ces superlatifs. Là, ça vient. C'est pas de moi, c'est une paraphrase. On est dans d'un la de nos contrefaçon là presque. viewers. Oh non, tu trouves ? Ah ouais, quand même. Vous êtes détaxé à l'aéroport. On est duty free. Mais c'est pour ça que je vous laisse en On coûte France. 33,90. C'est uniquement si on part de l'Union Européenne, bien sûr. Comment ça va les gars ? Ça va, on a passé un excellent week-end de Grand Prix, de course, de Formule 1. Ouais. Pas d'autres catégories, mais de Formule C'est 1. vrai. En tant que Français, ça a été dur dans les autres catégories. En tant c'est que vrai. Français, c'était dur dans toutes les catégories. Ouais. Exactement. Oui, F1, avec la F1 F1, Academy, ça va pas. Vous avez regardé la F1 Academy ? Moi, tu sais que je me suis Ouais. pas mal régalé. Ouais, bien sûr. Oh non, arrête. C'est pas ironique, hein. Ah, mais j'ai cru, moi, bon, c'est ah, pas moi, je ironique l'avais vu du le tout. ton avec lequel tu l'as dit. Ça va pas, j'ai regardé Ah. Dorian. Non, mais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, bah, oui, c'est très bien. Mais ça faisait encore ironique, je me suis rendu compte. Mais non, ça l'était pas. Non, mais enfin, quand tu vois Dorian ce qui lui est arrivé, quand tu vois Pierre ce qui lui est arrivé, quand tu vois Victor ce qui lui est arrivé, quand tu vois Isaac ce qui lui est arrivé, franchement. Théo Et aussi. aussi, c'est Formule vrai, 1. ouais, parce que nous, on a poussé sur la Super Formule 1. Ah non, on a eu la loose en worldwide Ouais. ce week-end, non ? Exactement. Mais comme dirait Coach Courbis, mieux vaut un week-end raté. Oui, que 18 Mieux vaut week-ends. 5 pilotes qui ratent un week-end qu'un pilote qui rate 5 week-ends. C'est T'as exactement ça. pas assumé les Gauloises sans filtre. Ouais, non, j'ai pas réussi. Alors, Tu tu l'as le fait. fais très très bien, Hamza, hors antenne. D'ailleurs, Brice, Non, mais Brice. Brice nous a fait un truc là, juste avant de commencer On devait l'émission. commencer l'émission il y a 40 minutes, mais J'ai ouais, on j'ai peut hésité pas. à demander à la régie, enregistrer, on fait pas de débrief aujourd'hui, on va laisser les imitations. Les gars, le petit sommaire de cette émission, on va découvrir les 4 enseignements qu'on va développer ensemble. On va forcément parler de l'homme ours, de Padawan à Jeddah, Oli Berman qui franchement nous a régalé. Ferrari, est-ce le seul contender à Red Bull dans cette saison 2024 ? Vous pouvez mettre contender entre guillemets, hein, parce que je sais pas s'il y en aura véritablement un. McLaren, est-ce que ça méritait mieux ? Où situer McLaren ? On n'en avait pas parlé après Bahreïn. On a un petit peu plus de billes après l'Arabie Saoudite. Et puis, la grande question qui vous a divisé pendant la conférence de rédaction. Est-ce qu'Esteban Ocon a été héroïque ou est-ce que Esteban Ocon a fait avec les circonstances de course ? On aura l'occasion de terminer l'émission là-dessus. Voilà les amis pour le programme. J'espère qu'il vous ravit. On va parler de tout ça. On aura même une petite page Max Verstappen chez Mercedes. Bref, c'est l'heure du débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Vas-y mon polo jingle. Et après ce jingle de grande qualité, on va tout de suite revoir les résultats de cette deuxième course de la saison. Allez, quelques stats, les enfants, je sais que ça vous plaît. 56e victoire de Verstappen, la 9e consécutive, son 100e podium, 30e doublé pour Red Bull, qui passe d'ailleurs Williams au nombre de victoires all-time côté constructeur. Moi, la première question que j'avais envie de vous poser, les gars, parce qu'on va pas trop commenter ces résultats, on va y revenir dans le détail avec les enseignements. Est-ce que Jeddah vous a régalé ce week-end encore ? On rappelle que le Qiddiya Speed Park, nouveau circuit complètement futuriste du côté de l'Arabie Saoudite, a été annoncé avant le début de ce week-end. Est-ce qu'on supprime Jeddah ? Est-ce que ça vous plaît toujours autant Jeddah ? Alors, par rapport à Bahreïn, déjà, oui. J'aime déjà bien Bahreïn, mais Jeddah, il y a quand même pas beaucoup de pistes qui nous procurent autant de sensations à minima en qualification. Je trouve que c'est quand même un tracé qui, non content d'être dans les pays où on n'a pas forcément envie d'aller parce qu'on y va uniquement à cause de l'argent qui est investi, on est quand même satisfait de voir des tracés pareils, quoi. Donc que l'Arabie Saoudite propose un autre tracé, d'accord, mais si c'est au détriment de Jeddah, ça m'embête un peu. Il y a beaucoup d'autres tracés qui peuvent être supprimés dans le calendrier pour le moment. À la rigueur, qu'on fasse un tri sur la qualité plutôt que sur l'endroit, ça m'irait mieux. C'est quoi, c'est la 3e, 4e saison ? Ouais, La- 4e, quatrième, exactement. quatrième édition. 4e GP. Je trouve qu'en 4 GP, ce circuit à Jeddah s'est installé parmi presque les classiques, Mhm. alors qu'il a une Il a tout pour durée déplaire à la de base en vie. soi. Hein. Oui, en plus. Alors peut-être aussi qu'il est apprécié désormais, ou en tout cas que moi je l'apprécie, parce qu'à la base il y avait beaucoup de réticences. Mais excusez-moi, si on doit faire une tier list, et peut-être qu'on en fera une cette saison, sur les circuits, Jeddah il va très très haut. Jeddah est très, très, très dans haut. si on ne prend pas le côté classique du truc,
en termes de parce que Histoire, Il s'est déjà passé des choses classiques à Parce que- Jeddah. mais- hein. Oui, C'est ça qui est mais fou. parce qu'on se connaît, on va vouloir mettre Silverstone, Suzuka et Spa dans les 3 premiers. Si on nommait ce côté classique, il est là-haut. Hein. Enfin, je suis désolé, c'est un des rendez-vous que je préfère moi dans la saison. Il arrive presque trop tôt d'ailleurs. Il était bien en fin de saison. Quand il y a de l'enjeu. À La la- saison où il y a de l'enjeu, peut-être. Non, mais regarde, tu remplaces Las Vegas par Jeddah l'année dernière avec Oui. le resserrement de la hiérarchie. C'est pas la même chose. Hein. Alors qu'en début de saison, bon, visiblement, pour le moment, on se fait un petit peu éclater la tête. C'est pas un classique Las Vegas. Non, Je sais pas c'est répondre. pas vrai. Je sais pas répondre à ça. Non, Mais ne toi, perdons non, pas de temps, les non, gars. non. Il y a juste l'annonce du Qiddiya Speed Park, annoncé donc à l'arrivée de calendrier de la Formule 1, soit entre 2027 au plus tôt, 2031 au plus tard. Vous avez vu un peu le tracé futuriste, qui a été d'ailleurs plébiscité par les pilotes, de la Ouais, pub super. déguisée Mais sur les réseaux il sociaux. plébiscite tout. Hein. Non, mais c'était forcé, c'était. Non, mais c'est magnifique. On va monter sur la Lune au virage 1, puis on va redescendre, et puis. Et après, on prend la route arc-en-ciel. Je prends quand même le Enfin, cadeau après, derrière, 3 carapaces Je vais, rouges, on est je bon. vais- je vais être très honnête, avant Jeddah, j'avais aussi Oui. un a priori négatif, donc peut-être qu'on sera agréablement surpris. Et si on est agréablement surpris, pour revenir sur ce que disait Brice en conférence de rédaction, moi ça me dérangerait pas de retourner 2 fois par an là-bas, Complètement. tant qu'on a des circuits spectaculaires, des tracés spectaculaires et des courses spectaculaires. Attention à pas en faire trop, surtout en termes de. Enfin, faut que ça garde l'ADN d'une piste de course en soi. Parce que là, on est en train quand même de créer un immeuble. T'es entre Wipeout et Mario Kart pour les fans de jeux vidéo, quoi. C'est un petit peu ça. Et- En fait, Jeddah est entré dans J'ai- une catégorie de circuits qui n'existait pas, c'était les circuits en ville rapides. C'est vrai. Alors j'ai bien envie de voir ce que. Bah, circuit en ville Le nouveau- rapide avec du pilotage à la limite, ce qui n'était pas forcément toujours le cas, à part à Monaco et à Bakou. Mais en fait, Bakou, tu pilotes. Singapour. Ouais, mais en fait, j'essaie de comparer surtout par rapport à des circuits comme Sochi. Oh oui, Ou- non, ou mais d'accord. Valence. Non, mais là, on va perdre du temps, les gars. On sera tous d'accord. Ouais. On va perdre du En temps. 2024, on a réussi à citer Sochi quand même. Ouais, c'est exactement ça. On en a été débarrassé, il a fallu qu'il revienne sur la table. Tu sors par la porte, il revient par la fenêtre. Ouais, pardon, je savais pas que c'était un mot interdit. Non, mais bon, tu vois, on a 1 heure d'émission, on va essayer d'avancer, pas parler des sujets qui fâchent. On rappelle que la ville de Qiddiya est en construction en plein désert, donc on attendra aussi que le chantier soit terminé. On revient à cette édition 2024. L'enseignement numéro 1, les gars, c'est l'invité surprise, le Padawan devenu Jeddah. C'est notre ami Oli Burman. L'invité surprise vendredi en EL3, 18 ans, 10 mois et 1 jour, plus jeune pilote de l'histoire de la Scuderia. Il a profité d'un événement malheureux, l'appendicite de Carlos Sainz. Il a été appelé après sa pole position en F2. Il a été appelé à 13h30, 10 minutes après il était dans la voiture. Lui qui a manqué d'éliminer Lewis Hamilton en Q2. On rappelle qu'il a 36 millièmes de différence avec la 10e place du septuple champion du monde. Lui qui a perdu un petit peu dans le 3e secteur. Il finit P7 devant Hamilton, devant Lando Norris. Il l'a dit, il était cuit physiquement, mais il a eu un rythme crescendo en course avec quelques frayeurs quand même au départ, et vous allez en parler. Lui qui s'est aussi offert quelques beaux dépassements, Tsunoda, Hülkenberg, et qui a su résister justement à la remontée de ses 2 compatriotes. Les gars, Oli Burman, ça a été le bonbon de ce week-end. Ah, t'es forcément épaté, en tout cas moi je l'ai été par son adaptation express à la Formule 1. Oui, il a déjà piloté une Formule 1, c'était une As en l'occurrence, mais ça reste quand même une Formule 1 et ça aide. Mais mine de rien, dans les Il a fait une Ferrari circonstances avec, hein. actuelles, il a piloté une Ferrari Ouais, aux 2022. essais de... Non, en EL1. Non, il a fait Il a- 2 il a- fois As en EL et il a fait un roulage essais je crois, du jeune, privé, Ouais. un roulage privé, je crois, sur une 2022 de L'année Ferrari. dernière, les Je me trompe pas, les je jeunes sais- pilotes Ferrari, il y avait Bernard. Je crois que, je te dis, J'ai un doute. j'ai un doute, mais je crois que Fred Vasseur nous a dit qu'il y a eu 2 roulages en EL. Je vais vérifier. Mais ouais, j'étais forcément fasciné par son adaptation rapide dans les circonstances actuelles. Tu l'as très bien répété et évoqué. Le fait d'être rappelé moins de 2 heures avant le début d'une séance d'essai libre sur un circuit aussi particulier que Jeddah, qui est un circuit peut-être l'un des plus compliqués, plébiscité par les pilotes, mais l'un des plus compliqués aussi. C'est forcément une tâche qui est difficile. Quand tu pilotes pour la première fois à Monza, et là je reprends l'exemple de Nick De Vries qui va plaire à Brice Germain, Donnez-lui un paquet. tu as peut-être peu de marche, tu as peut-être 3 ou 4 niveaux à atteindre au cours du week-end. Là, quand tu es à Jeddah, c'est des marches qui sont beaucoup plus imposantes et tu en as une quinzaine. Et il a réussi toutes à les franchir avec, je trouve, une vitesse. Enfin, son premier tour en essai libre, son premier tour chrono en essai libre, il est plus de 9 secondes plus rapide que son tour de pôle en F2. Il est en 31,7, L'adaptation, je crois. la, la- la- la vitesse d'adaptation, dès qu'il s'est installé au volant de cette Ferrari, il a réussi toutes à les franchir avec, je trouve, une vitesse. Enfin, son premier tour chrono en essai libre, il est plus de 9 secondes plus rapide que son tour de pôle en F2. L'adaptation, la vitesse d'adaptation, dès qu'il s'est installé au volant de cette Ferrari,
On lui a certainement aménagé un programme, puisque le but c'était de s'acclimater le plus rapidement possible à la voiture et au circuit en tant que pilote de F1 avec une F1 et pas avec une F2. Et je trouve qu'il a rempli avec brio toutes ces cases. Je suis d'accord avec Hamza. De toute façon, en même temps, on ne peut qu'être élogieux sur la performance de Lieberman ce week-end. On va reparler justement de peut-être de ces... Parce qu'il faut mettre un peu de négatif. Non, en fait, plus d'expliquer certaines choses sur son départ, parce que les 2 premières courbes, il les prend pas. Il coupe. Mais en même temps, là où je vais essayer de pondérer, justement, c'est que Lieberman a fait 5 tours en soft avant ce départ en soft. Donc il n'a pas fait de paquet, il ne connaît pas ses pneus puisqu'il n'a fait que des tours d'attaque maximale, il ne sait pas comment ils réagissent après un départ, etc. Il n'a jamais fait de départ en F1. C'est aucun protocole. Et il l'a fait avec 10 pilotes devant lui et 9 derrière. Oui, c'est ça, t'es en milieu de peloton. Pile poil à l'endroit. Pire endroit. Ouais, exactement. Et alors quand tu regardes le premier et deuxième tour, il a un peu de chance quand même de ne pas partir au crash à certains moments, notamment avec Tsunoda, notamment avec Lance Stroll à la fin du premier tour, puisque Tsunoda se met à hauteur de Lance Stroll et Berman fond sur Lance Stroll au point où à un moment donné il perd à l'arrière sur le lâcher de gaz. Mais à part ça, quand tu regardes la course en on-board de Lieberman, il a fait exactement ce qu'on attendait de lui, à savoir ne pas se mettre la pression et ramener la voiture à la position où il pouvait la ramener lui, sachant qu'on ne lui demandait pas d'être Carlos Sainz. Et ça, c'est le plus important. C'est qu'il ne se soit pas mis une pression qui l'oblige à surperformer sur la monoplace alors qu'il n'en est pas capable à ce moment-là. Ce qu'il a fait est déjà de la surperformance par rapport à son entraînement à lui, son niveau à lui, son expérience à lui, exactement. Quand on voit le headrest, l'appui-tête à la fin, c'est dire qu'il a quand même beaucoup tapé à cause des forces G et elles sont puissantes du côté de Jeddah. Donc non, ce qu'il a fait, c'est faire le job, et je pense que beaucoup de jeunes pilotes devraient s'inspirer de ce qu'il a fait, parce que il sera plus impressionnant en ramenant les points et en ramenant la voiture qu'en essayant d'impressionner au plus possible et de final de se mettre dans le mur. Franchement, c'est plus que faire le job. C'est beaucoup plus que faire le job. Sur une F1 aussi resserrée, on l'a dit après Bahreïn, c'est énorme, oui. Déjà, je vais peut-être pas employer le terme miracle, mais c'est déjà une grosse performance de ne pas se faire sortir en Q1. Alors on va me dire oui, mais il a la voiture. Oui, mais sur cette voiture, il a piloté une quinzaine de tours en essai libre 3. Essai libre 3 qui, on le rappelle, a été interrompu suite à un drapeau rouge en plus. Du coup, ce qu'il devait faire, le programme en tendre en essai libre 3, en gros, il a fait un seul tour. Puis ensuite, il a fait, d'ailleurs, j'en parlerai dans un second temps, mais ce qu'a fait Ferrari, moi je trouve qu'il irréprochable, ce qu'a fait Ferrari et Riccardo Adami aussi dans sa communication avec Lieberman, mais il n'a pas de base. Enfin, c'est différent d'un week-end préparé où tu as 2 semaines de préparation. Peut-être qu'il a fait du simulateur, parce qu'on le rappelle, c'est quand même le pilote réserve, donc peut-être qu'il a fait du simu et il retournera au simu pour préparer Melbourne, mais il n'a pas eu d'essai libre 1, d'essai libre 2 pour s'acclimater tranquillement. Là, il était dans l'obligation de s'adapter et de s'adapter rapidement. Et ça veut dire quoi, s'adapter quand tu es pilote de F2 et que tu sautes dans un baquet F1? Théo nous le disait la première fois qu'il est monté dans une F1, ce qu'il avait marqué, c'est les freinages. Les freinages qui sont différents. Vitesse dans les courbes, à Jeddah. Et les forces que gestion hybride, la gestion de l'hybride. T'as le RS, il a parlé, à gérer. Il a parlé notamment de son dépassement raté, entre guillemets, sur Nico Hülkenberg. Il passe Hülkenberg au dernier virage, puis se refait passer sur la ligne droite. Parce qu'à ce moment-là, il n'avait plus de batterie suffisante pour contrecarrer l'attaque de Nico Hülkenberg. Du coup, le tour suivant, il est obligé de faire une gestion de recharge de batterie. Puis, sur le 3e tour, de dépasser à ce moment-là Nico Hülkenberg. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. La première fois, ça n'a pas payé. Et il a tout de suite appris. La seconde fois, ça a payé. Les dépassements sur Yuki Tsunoda, rien à dire. Je trouve aussi que sa course, il s'est montré à la fois patient. Comme tu disais, il n'a pas cherché à surperformer, à surbriller. Il a été patient. Il a fait le job sur cet aspect justement de dépasser. Ça a pris le temps que ça a pris, mais dépasser les pilotes les plus lents. Donc Tsunoda, Hülkenberg et Guan Yu Zhou qui ne s'étaient pas arrêtés. Et puis aussi, j'ai été marqué par cette... il n'a pas eu peur, en fait. Il n'a pas eu peur de tenter. Ça n'a pas toujours payé, mais il n'a pas eu peur de tenter. Et quand tu as 18 ans, que tu montes dans une F1, une Ferrari, pas n'importe quelle Formule 1, donc forcément, tu es encore plus attendu,
sincèrement, qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Je- Pas grand-chose. je Et pense- franchement, c'est plus que pas reprocher, c'est félicitations à Lieberman. Je pense exactement la même chose que toi, mais je suis obligé pour la pondération et la tempérance du propos d'amener un tout petit bémol, mais qui n'est pas dû à Oli Berman, qui est dû à la situation dans laquelle il rentre. Et je me fais du coup le porte-parole de cet argument-là. Il rentre en F1 dans une Ferrari. C'est un argument qui quand même doit être pris en compte aussi pour la facilité de son adaptation, dans le sens où les pilotes avec qui il se retrouve à la lutte ont des monoplaces qui vont lui permettre à un moment donné, s'il prend le temps de s'adapter à la machine, comme tu l'as dit par rapport à Hülkenberg au niveau de l'ERS et de cette gestion, de comprendre ses erreurs et de revenir à l'attaque. Ce qui n'a pas été le cas par exemple d'un Liam Lawson qui se retrouve avec une Alpha Tauri et qui doit en fait piloter parfaitement et gérer parfaitement parce que sinon il va se faire bouffer à Zandvoort ou même dans les 3 Grands Prix d'après. Donc là, Berman rentre dans des conditions qui sont pas du tout optimales dans le sens où c'est Jeddah, dans le sens où il a eu qu'une séance de L3 on l'a dit et que il a dû faire 20 tours avant de rentrer en Grand Prix samedi. Mais quand même, tu as cette voiture qui est extrêmement douce sur les gommes visiblement cette année, qui a un rythme de course très favorable, surtout quand tu pars en 10 ou 11e position. La voiture l'a quand même mis dans des dispositions où il pouvait essayer des choses, se rater pour revenir à l'attaque après. Ce qu'on a vu par exemple avec Tsunoda et avec Hülkenberg. Mais du coup, j'en fais pas un bémol par rapport à la perf de Berman, j'en fais un. Il a compris que s'il mettait tout correctement, il pourrait gentiment, au bout d'un moment, arriver à bout de ces pilotes qui, eux, souffriraient. C'est exactement ce qu'il dit en plus en après-match, en après-course. Oli Berman nous dit je m'en veux entre guillemets un petit peu parce que j'ai mis un peu trop de temps à dépasser Nico Hülkenberg. Mais bon, ça fait aussi partie. 3 tours. C'est pas grave ça. 3 tours. Tu vois, il est revenu sur Hülkenberg, puis il lui a fallu 3 tours pour le dépasser après une première tentative avortée. Donc, non, il y a La seule non limite, seulement- c'est le rythme, la régularité du rythme, moi je dirais. Mais justement, j'allais y venir. Moi, le rythme de course d'Oli Berman, tu sais, je disais par exemple la semaine dernière, notamment sur Alpine, la progression sur l'ensemble de la saison. Bah là, c'est sur une course. Le rythme, alors en début de course, forcément, t'es gêné par les pilotes les plus lents, on l'a dit. À partir du moment où il s'est retrouvé dans le clean air, c'est en dépassant, je crois, Joe, si je dis pas de bêtises, Quand Joe s'arrête, non? il se retrouve. Non, il le dépasse en piste. Il le dépasse J'ai juste pas avant vu le virage 1. Son rythme, en fait, il trouve petit à petit son rythme. Tout de suite, il signe son meilleur tour personnel. Mais bon, ça c'est pas Logique. Effectivement, c'est logique. Mais en fait, son rythme de course, petit à petit, va se rapprocher notamment de celui de Charles Leclerc. Si tu prends les datas brutes aujourd'hui, tu vas voir moyenne de course Charles Leclerc, moyenne de course Berman. Il y a 5 ou 6 dixièmes d'écart entre les deux pilotes. Mais sur justement cet aspect-là, c'est pas la moyenne sur l'ensemble de la course qu'il faut voir. C'est la différence entre le moment où Berman se retrouve seul dans le clean air et la fin de course. Et effectivement, l'écart diminue progressivement. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Charles Leclerc, c'est passé avec tous les pilotes devant. Norris, Piastri, à un moment, il a été plus rapide que les Piastri, que les Hamilton, que les Alonso. Alors, j'ai une. Il y a encore un bémol. bémol. Mais en fait, j'ai une autre lecture que toi. Mais j'ai fait exprès, parce qu'en fait, je savais qu'on allait être dithyrambique, donc du coup, je me suis dit, il faut quand même qu'on trouve un moyen de. Voilà. Autre chose à dire. Je fais un préambule à chaque intervention d'ailleurs. Par rapport à Russell, et on l'a vu pendant la course, Manu, puisqu'on la commentait. Moi, ce qui m'a un poil frustré, mais en fait, c'est quelque chose que je vois chez chaque pilote qui commence dans une nouvelle catégorie, et même en kart, ça se voit. Il était plus rapide fondamentalement que Russell, et un tour sur 3, il y avait un écart. Il perdait un peu. Il y avait un écart de plusieurs dixièmes, et en fait, son temps au tour, en fait, n'était pas si régulier que ça. On avait des pics de descente, mais ce qui est normal. Oui, Ce qui est normal. Enfin, en fait, tu peux pas. C'est la marge de progression T'as du 18 gamin. Oui, sur c'est Ferrari. Jeddah. Oui, C'est Jeddah. Mais tout à fait. du coup, tu vois, lui, et je vois bien comment un pilote peut te mettre en tête. Pour lui, il s'en fout d'avoir une course d'expérience. Ça va pas lui aller qu'on lui dise c'est déjà bien ce que tu as fait. Pour lui, là, il est Lewis Hamilton. Il est dans le baquet de Lewis Hamilton l'année prochaine. J'aime autant te dire qu'il était focus. Et je comprends qu'il soit frustré dans le sens où il avait le rythme d'aller chercher Russell. Et s'il avait le rythme d'aller chercher Russell, il avait le rythme d'aller chercher Alonso. D'aller chercher ce top 5 du coup. Donc je comprends. Et du coup, il y a cette petite marge-là de j'ai pas été régulier. Je comprends sa frustration à ce niveau-là. Mais tu sais, en fait, ce week-end, il est parfait, je trouve, parce qu'on voit ce qu'il a pu donner au volant d'une meilleure monoplace face à des pilotes qui ont une moins bonne monoplace. Puis on l'a vu
Alors, pas directement en lutte directe, mais on l'a vu face à En des rythme, pilotes, ouais. quoique avec Norris Hamilton sur la fin de course. Mais on l'a vu aussi en rythme par rapport aux meilleurs pilotes, ou ceux qui avaient une meilleure voiture. Et mine de rien, tu te dis, oui, mais en même temps, cette Q3 qu'il rate pour 36 millièmes, finalement, ça lui coûte peut-être autre chose. Ça lui Ah coûte oui, peut-être ah autre bah oui. chose, parce que s'il n'y a pas ces 10 ou 12 ou 15 ou 20, je sais plus, premier tour dans le trafic, qu'est-ce que j'aurais du coup bien aimé voir ce qu'il aurait pu donner en lutte directe face à Hamilton, face à Russell, face à Norris, face à Alonso. Et en fin de course, quand tu as Frédéric Vasseur qui te dit, nous, nos data nous disent qu'il n'a pas commis d'erreur, Ouais. et ce même Frédéric Vasseur qui te dit qu'il est capable aujourd'hui de rouler au sein d'une monoplace qui lutte pour le podium, finalement son week-end il est réussi. Il est Non, réussi. non, ouais. mais il est parfait son week-end. Tu peux me dire un dernier mot ou pas? Vas-y, dernier mot. Les rookies commencent très souvent dans des écuries qui sont derrière. Et du coup, en tout cas médiatiquement, ils ont le temps de se faire à cette adaptation. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés par le fait d'avoir 0 Grand Prix, à savoir tout le monde. Sauf que des rookies dans la lumière, à part Hamilton en 2007, est-ce qu'il y en a On eu a beaucoup? peu vu, non. On l'a peu vu. Norris à la rigueur chez McLaren, mais McLaren n'était pas une écurie de pointe. Non, pas McLaren encore. était une écurie 4e au championnat. C'est pas la deuxième force du plateau, quoi. Et puis voilà, il y avait une référence qui était Carlos Sainz, qui était à ce moment-là pas autant référentiel que maintenant. C'était un pilote de milieu de grille, Carlos Sainz, à ce moment-là. Là, faut pas oublier que ce qu'il fait là, pour moi, au vu du niveau de la voiture, c'est presque de l'équivalent à ce que fait Hamilton en Australie en 2007, quand il fait 3e sur le podium. Hein. Mais lui a encore Et lui, il a du roulage, hein. C'était une autre époque, lui, hein. il a eu du roulage, hein. Des Grosse milliers ou époque. dizaines de Donc milliers de c'est- kilomètres, non, mais ce que n'a pas Berman. C'est une énorme performance. Mais d'ailleurs, c'est un sujet extrêmement intéressant qu'il faudrait évoquer avec un des pilotes F2, peut-être avec tous nos pilotes F2 francophones, c'est qu'aujourd'hui, la préparation, ils ont de moins en moins de temps de roulage, ces jeunes pilotes, mais en même temps, ils sont de plus en plus performants tout de suite. Regarde le Enfin, Cavador. la vitesse d'adaptation, exactement, la vitesse d'adaptation aujourd'hui de ces jeunes pilotes, quand tu as Liam Lawson qui est propulsé C'est lui vrai. aussi en essai libre 3, Zandvoort, là aussi un circuit différent mais compliqué, et qui performe tout de suite, que tu as Oli Berman, 18 ans, qui performe tout de suite à Jeddah, tu te dis, mais la préparation aujourd'hui, la préparation physique, mais aussi le travail cognitif, la préparation Puis mental, psychologique, ouais, c'est ça. Oui. enfin, Faut gérer la pression. Ils arrivent aujourd'hui prêts, mais en même temps, ils roulent peut-être 100 fois, Ah oui. 1000 fois Ah ouais, moins moins que qu'avant. les jeunes pilotes Oui. d'il y a 20 ans lorsqu'ils, eux, étaient propulsés en Formule 1. Mais il y a deux éléments. Le premier, c'est que, tu es sportif pro dès l'âge de tes 10 ans maintenant, contrairement à l'époque. On te formate à Bien ça. sûr. La La préparation a changé. Non mais tu as 12 caméras sur les circuits de kart quand t'as 11 ans maintenant, alors qu'à l'époque c'était filmé par ton daron et basta cosy. Donc évidemment t'es préparé différemment, t'es dans les académies, machin, enfin t'es adulte beaucoup plus tôt aujourd'hui avec cette préparation. Et la deuxième chose, c'est que c'est des monoplaces qui sont beaucoup plus faciles de parole de pilote à conduire que celles d'il y a 20 ans. Je sais pas ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En je- termes la de gestion, direction. la gestion de la oui, mais t'as voitures sont d'autres plus éléments. lourdes, moins de T'as la C'est des, gestion de la c'est- batterie, c'est des monoplaces qui sont beaucoup plus cérébrales et beaucoup Mm. moins instinctives qu'à l'époque. Mais quand tu prends des monoplaces qui étaient pilotées en 2007, 2008, 2009, un rookie, c'était systématiquement dans le gravier aux essais libres. Hein. Et Tout le temps. Comme le disait Hamza, je pense que ça mérite en tout cas qu'on pose le débat, comme tu l'as dit, avec un Oui. pilote qui a justement connu cette transition. Pourquoi pas un Théo Pourchère, un Victor Martin sous Isaac Hadjar. Je sais pas si tu l'as mis dans le barco, mais moi il y a une phrase d'Oli Berman qui m'a beaucoup plu, alors qu'il y a peut-être Oui, moins plu à je l'ai Brice. pas mise, mais je savais que tu allais en parler. Il disait en F2, tu pilotes à la limite de la voiture, et en F1, tu pilotes à la limite du Humaine. pilote, Ouais, c'est ça. de l'humain, de l'homme Mm. qui est derrière la machine. Et ça, Brice, je sais qu'il est un il peu est pas tiraillé bon. par Ah cette ouais. phrase. Mais Mais je la comprends dans son statut là maintenant, de personne qui n'est pas préparée à la F1. Je la comprends cette phrase. Mais si un pilote revient te voir et qui te dit je peux pas faire plus alors que la voiture elle donne plus, Non, je on est suis- d'accord. je suis patron Mais d'écurie. ça montre le défi que Là- représente la Bah, Formule 1. bien sûr. là, quand oui, il te c'est ça dit qui est ça, génial. je crois qu'il te le dit avant, plus Mais en tant avant. que pilote de F2, avant ça les comprend. qualifs. C'est avant les qualifs, Ouais, il le te dit, ouais. ça avant les qualifs, ça veut dire qu'il a 1 heure de roulage à Jeddah dans C'est des essais libres. Tu te dis, ouais, mais en fait, il a raison, parce qu'encore une fois, être dans la situation de Berman à Monza ou dans la situation de Berman à Jeddah, c'est deux situations c'est pas pareil. totalement Ah bah, différentes. on se souvient de De Vries. Et puis, pareil. il y a un dernier élément que j'aimerais évoquer, c'est justement la gestion de Ferrari par rapport à Berman. Je trouve qu'on a tout fait pour... Alors, c'est peut-être logique en même temps, mais je tiens à le saluer, parce que Ferrari, on est les premiers à taper lorsqu'il y a des éléments parfois étranges sur l'aspect stratégique, sur l'aspect préparation.
tout a été fait pour maximiser le temps de roulage de Berman. Ça veut dire qu'en essai libre 3, par exemple, il fait son fameux tour en tendre. Une fois qu'il fait son tour en tendre, il franchit la ligne de départ-arrivée à 5 secondes de la fin. Donc, il va refaire un tour à fond sans qu'il soit chronométré, franchir de nouveau, faire sur le tour de rentrée pour rentrer au centre, pardon. Il va de nouveau faire les 2 premiers secteurs à fond en dépassant d'autres pilotes, notamment Charles Leclerc. On cherche, et d'ailleurs Berman a demandé l'autorisation à Riccardo Adami. Pareil sur chaque entrée au stand à fond, changement de pneumatique, ce sont des détails, mais c'est à signaler. Et même dans la communication en course, je trouve que Riccardo Adami, pour avoir suivi l'intégralité de la course aussi avec la caméra embarquée de Berman et donc les communications radio, c'était clair, c'était limpide. Alors peut-être qu'il le fait habituellement avec Carlos Sainz, et que je regarde pas d'habitude les courses de Carlos Sainz, mais c'était clair, c'était limpide. Les informations étaient efficaces. Les retours aussi, Berman demandait souvent son rythme. Lorsqu'il était sur ce clean air, justement, il demandait le rythme qu'il avait par rapport au Norris, par rapport au Hamilton. Il cherchait justement à avoir ces informations. Alors, je ne sais pas si c'était par curiosité ou par volonté. Je ne sais pas pourquoi, mais il le demandait. Les informations étaient claires. Lorsqu'en fin de course, il faisait ses tours qualifs pour contrecarrer l'arrivée et le retour de Norris et celui de Hamilton, Adami lui dit « Ok, il reste 3 tours, 2 tours, 3 tours, je te laisse tranquille, je te dis plus rien. » Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'Adami dit j'étais à la fois sur la retenue pour pas qu'il fasse de bêtises. En même temps, il le félicitait. Et à la fois, j'étais dans l'encouragement parce que je savais qu'il pouvait aller chercher un petit peu plus de rythme. Et juste pour avancer, les gars, parce que ça fait 25 minutes qu'on est sur Berman. Pour redonner un petit peu de contexte aussi également à cette performance, regardez ce que disait par exemple un Oscar Piastri qui a débuté en Formule 1 l'année dernière concernant Jeddah. Piastri qui nous dit à Jeddah, c'est toujours une course difficile. Le Qatar l'an dernier a relevé l'échelle des courses difficiles. Mais ici, c'est particulièrement compliqué. Il faut se concentrer tout le temps. Il faut garder la concentration et ce n'est pas simple avec la vitesse. Autre élément aussi également important de contexte, c'est ce que tu disais sur la gestion bien sûr de Ferrari et cette déclaration de Frédéric Vasseur. Là, il y a un peu du mix du débrief de F1 TV et du débrief sur Formula 1 de Canal+. On a fait une bonne course et c'était important car le week-end a été chaotique. J'étais pas très optimiste quand on a appelé Oli à la dernière minute et il a fait un travail fantastique. Il n'avait jamais pris un départ, jamais fait un arrêt. Il a découvert toutes les procédures sur les données. Il n'a pas fait une seule erreur et nous étions détendus. Je sais pas si c'est possible pour un rookie d'être calme, mais nous l'étions et ça s'est très bien passé. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois on a pu dire qu'il pouvait y avoir le feu très rapidement chez Ferrari et là en l'occurrence il y a eu beaucoup de sérénité, que ce soit sur le muret et dans la voiture. C'est très souvent quand ils s'attendent à rien que ça c'est serein. Et puis encore une fois, piloter pour Ferrari, alors moi j'insiste, peut-être que quand t'es pilote, t'y penses pas, je pense que Berman n'a pas eu le temps d'y penser sur le coup, mais quand t'es pilote Ferrari, c'est pas la même chose que piloter pour Red Bull, pour Mercedes. Avec tout le respect que j'ai pour ces deux grandes entités. Pas la même pression. Là, c'est Ferrari, quoi. Contexte. Ferrari, première course. Premier britannique depuis 25 ans. Ouais, mais. Je sais pas, moi je. Attends, est-ce que t'as pas un peu moins de pression quand t'es là pour remplacer Carlos Sainz au pied levé sur une course parce que voilà, plutôt que quand tu signes un contrat chez Ferrari et que du coup t'es jugé sur la. Bien sûr, ouais, mais si tu te rates, bien sûr, mais t'es propulsé dans des conditions particulières. Le train ne passe pas deux fois. C'est un cadeau empoisonné. Si tu te rates, on parle plus de toi. Bien c'est sûr. terminé. La logique aurait voulu que Berman, enfin la logique, je ne sais pas si ça aurait été logique du coup, mais la logique aurait peut-être voulu que Berman termine à 1 seconde du 19e en qualif et que en course il ne parvienne pas à dépasser Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas. Et à ce moment-là, moi j'aurais été le premier à ne pas le critiquer parce que là aussi conditions particulières. Il a fait beaucoup plus que ce que tu pouvais imaginer pour un pilote rookie qui est propulsé en Formule 1 après des essais libres 2 et donc avant des essais libres 3, 2 heures avant les essais libres 3. C'est ça que, et moi je trouve qu'on doit insister quand même parce que c'est pas normal ce qu'a fait Berman. Parce que dans tous les cas, déjà, finir la course, le contrat est rempli. 2, mettre des points, le contrat est extrêmement rempli. 3, en mettre 6 et potentiellement aurait pu lutter pour mettre 8, 10. Effectivement, là, il a laissé une impression énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, à Yao Komatsu, il va en faire son... Pardon, très rapidement, Manu, je sais que tu as envie de passer au suivant, mais si Carlos Sainz ou Charles Leclerc réalisent le week-end juste résultat pur, brut... De Berman et 11e en Q2 parce que à 36 millième d'Hamilton, et derrière, tu remontes un petit peu en course. C'est un week-end globalement raté, mais c'est pas non plus... Maussade. Voilà, c'est maussade, mais c'est certainement pas réussi. Mais tu dis, bon, peut-être qu'en course, il a limité la casse. Berman, il est propulsé en EL3. Ouais. Tu vois, juste une stat, Manu. Je suis tombé dessus, j'ai été halluciné. Oli Berman, le jour où il est né,
Fernando Alonso comptait 55 Grands Prix en Formule 1. Il n'était pas C'est champion un du truc monde. de fou. C'est un truc de malade. Alonso, il Espagne avait 2005. le père d'Oli Berman, il avait 3 ans lorsque Fernando Alonso. Non, mais il a 3 ans de plus que Fernando Alonso. Ouais. Oui, C'est j'étais là en dingue. mode. Oui, C'est vraiment dingue. Et dernière stat, la dernière fois que 4 Britanniques ont terminé Oui. dans le top 10, alors 60 c'était à que tu l'époque où il n'y avait pas de, Mm. il y avait pas de points pour le top 10. Est-ce que vous seriez capable Ouais, de me c'est citer sens. Non, Suzuka 2000. Suzuka 2000. Suzuka 2000. Dans le top 10. Est-ce que vous seriez capable de me citer les 4 Britanniques? Tu Il y a as un homme qui va Button, nous intéresser. Il doit y avoir Button, Coulthard. c'est sûr. C'est plus facile quand Coulthard. tu as les réponses, oui. Ouais. Coulthard, Irvine. Non, Oui. et- Ouais, et- bien vu. Britannique Irvine. Et oui. Oui, nord-irlandais. Ah oui. Et attends, et le quatrième, qui c'est que ça peut être Le quatrième, Tu nous il aimes est particulier dans l'histoire des pistonnés. Je te Ah bah, regarde. Johnny Herbert. Eh oui, Johnny Herbert, qui était là. Bien joué, bien joué, bien joué. Et avant joué. 68, hein. Deux. 4 Britanniques dans les Complètement, points. les points. Ouais. C'est 68 sur une victoire de Jackie X Grand Prix de France. Ça prouve quand même la densité aussi également de talent chez les pilotes Les britanniques. plus jeunes line-up de l'histoire de Ferrari. Plus jeune Leclerc, line-up et troisième plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1. Les gars, on avance justement sur le deuxième enseignement. On va rester un petit peu dans le rouge. J'ai parlé de la performance de Ferrari. L'un des enseignements qui nous a sauté aux yeux, c'est que Ferrari est sans doute le seul contender, en tout cas à ce moment-là de la saison, à la victoire, en fonction de ce qui va se passer devant, bien sûr. 7e première ligne consécutive pour Leclerc. Premier podium en 2024 pour le Monégasque. Le deuxième pour Ferrari. Il y a eu cette belle résistance quand même face à Sergio Pérez au départ. Bon, il a dû céder au 4e tour et Pérez derrière s'est envolé. Mais c'était quand même le seul, Charles Leclerc, le seul non Red Bull à finir à moins de 20 secondes en tout cas de Max Verstappen. Cette Ferrari qui manquait de vitesse de pointe. Un réglage qui a été décidé justement avant la course. Alors il n'y a pas eu de dégradation de pneus mais des difficultés justement à les mettre en température. Et on a vu à la fin un très beau rythme qui a permis à Charles Leclerc d'aller chercher le point justement du meilleur tour. Regardez ce qu'il disait Charles Leclerc très rapidement pour vous donner des éléments un petit peu techniques et avancer un petit peu sur la question de situer Ferrari et de savoir si justement Ferrari pourrait essayer d'aller chercher Red Bull. Charles Leclerc nous dit nous avons eu du mal à mettre les pneus à la bonne température pour pouvoir pousser, ce qui a rendu les choses un peu plus difficiles. C'est là que les Red Bull ont creusé l'écart qui est resté plus ou moins stable jusqu'à la fin. On a trouvé du rythme en fin de relais mais c'était trop tard pour que nous puissions les mettre sous pression. Optimiste au vu de ce rythme de course de la Ferrari qui semble être seul au monde à la deuxième place, c'est-à-dire difficile d'aller chercher Red Bull et difficile d'être rattrapé par les autres. Franchement, ouais. Franchement optimiste parce que c'est la SF23 sans les problèmes en course. Elle garde ses des belles performances en qualification et en course, ça fait 2 GP quand même que on la voit avec un rythme sacrément solide. Pas assez solide certes pour aller catcher Max Verstappen, peut-être Sergio Pérez. On va voir au fur et à mesure parce qu'il ne faut pas oublier que Sergio Pérez avec sa Pena il termine qu'à 4 secondes 9 de Verstappen. non de Pardon, Leclerc. excuse-moi, de De Leclerc, Charles oui, Leclerc. pardon. Mais quand tu regardes les rythmes en course, il y a toujours un moment où Max justement il met ce gap, il va mettre cet écart, mais sinon la Ferrari elle n'a pas à rougir sur les rythmes de course, surtout sur une piste favorable à Red Bull qu'est Jeddah. C'est vrai. Jeddah, il n'y aura pas beaucoup de pistes qui vont avantager autant Red Bull que celle-ci. Hein. Donc, encore une fois, ça ne jouera pas le championnat. En l'état, je veux dire. On va attendre les évolutions, tout ça. Mais ce qu'a montré Ferrari depuis 2 Grands Prix, si ça se confirme encore à Melbourne et jusqu'à l'Europe, on aura, contrairement à l'année dernière, une vraie deuxième force présente et pas un roulement qui était certes agréable pour le spectacle entre McLaren, Mercedes, Aston Martin et Ferrari, mais là on aura une vraie deuxième force. Et c'est exactement ce qui a permis à Max Verstappen avant justement les années de domination de grapper des victoires au moment où Mercedes avait des failles. Donc si Charles Leclerc et Carlos Sainz peuvent se positionner en seconde force à rafler toutes les 3e places comme Hamza aime le rappeler pour Verstappen en 2020 par exemple, c'est définitivement une trajectoire ultra positive pour Ferrari de se positionner comme ça avec une voiture saine tout le long du week-end. Est-ce qu'il n'y a pas un trompe-l'œil, Hamza? C'est le rythme de Max Verstappen en fin de course. On rappelle qu'il a fait quoi, 40 tours sur les gommes dures et il a dit qu'il était plus en gestion. Et il avait les gommes tellement froides qu'il n'a pas pu tenter même le meilleur tour dans la dernière boucle de ce Grand Prix. Oui, le meilleur tour est anecdotique, même si Verstappen a l'habitude de toujours tout rafler désormais. Mais je suis optimiste pour Ferrari, encore une fois, parce que je trouve que ça va aussi avec le cadre instauré avec l'arrivée de Frédéric Vasseur. On ne peut pas détacher justement ce qui se passe depuis 1 an et demi, ou peut-être un peu plus d'1 an, de l'arrivée de Vasseur, où on retrouve cette sérénité en piste, cette sérénité au stand, cette sérénité...
On a le droit de tenter de se louper. Maintenant, encore une fois, moi, par rapport à Red Bull, alors c'est peut-être pas le championnat que vise Ferrari, mais si on doit faire quand même, pour pondérer le propos de Brice, on échange. Je ne sais pas ce que vaut Red Bull aujourd'hui. C'est vrai, mais t'as raison. Verstappen, Perez, j'ai l'impression qu'ils roulent à 50%, piano, quoi. Complètement. Ouais. Et Perez aussi, hein. Parce qu'il n'y a pas que Max. On l'avait pas dit après Bahreïn, t'as raison. Perez, il fait 2 week-ends quand même assez solides. Il dépasse Leclerc très rapidement, je crois, au deuxième tour. Quatrième tour. Quatrième tour. Ouais. Très rapidement, il le dépasse. Et derrière, ils sont dans leur championnat. La voiture de sécurité arrive. La classique, Perez qui perd 1 seconde 5. Oh, j'ai du mal à appuyer sur l'accélérateur pour pouvoir faire le double arrêt avec Max. Ferrari fait le taf, en fait. Et moi, c'est ce qui m'importe. C'est que pour la construction des succès à venir, s'ils doivent arriver en 2025, 2026, ce que tu veux, peu importe, tu dois retrouver de la sérénité, tu dois surtout retrouver des bases en course de performance, ne pas commettre d'erreurs, avoir une progression saine, que les développements marchent, pousser les concepts au bout. Et c'est tout ce que fait Frédéric Vasseur et le nouveau management de Ferrari depuis son arrivée. Et ça, je trouve ça extrêmement sain et extrêmement prometteur pour l'avenir. Au-delà même de ce que l'on lit, ce que l'on entend depuis quelques semaines sur « Ah bah j'ai signé celui-là de Red Bull, je vais signer celui-là de chez Mercedes ». C'est les Red Bull, c'est un super marché maintenant. Dream Team, quoi. Ah, maintenant, ils veulent Adrien. Bon, d'accord, En peut-être. attendant, si ça se fait, la soupe elle va être bonne. Hein. Mais bien sûr, mais ce que je dis, c'est que si ça se fait, on est en train de constituer une Dream Team. Et en fait, aujourd'hui, on est peut-être en train d'assister à le début d'une ère de domination Ferrari. Alors, je me projette très loin, Non, on n'y est pas encore. Tu te projettes dans le cœur aussi. Mais... Oui, certainement. Certainement aussi. Parce que ça fait plus de 15 ans. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour revenir sur 2024, je rejoins l'optimisme de Brice sur... Merci Ramza. Il y en a dans les commentaires. Hein. Ah ouais. Je rejoins ton optimisme sur justement la construction de la saison, les performances. Peut-être aussi aidé par ce qui se passe chez Mercedes. On en parlera mercredi. Peut-être aussi aidé par le fait que McLaren doit encore attendre des évolutions on en parlera tout à l'heure, mais qui arriveront pour peut-être hausser le niveau de performance. Mais sur ce début de saison, tu ne sais pas ce que vaut Red Bull, mais tu n'as rien à reprocher à Ferrari. Complètement. Et le développement, est-ce que justement ce développement peut rapprocher Ferrari de Red Bull ? Regardez la citation de Charles Leclerc, encore une fois, c'était sur Canal juste après la course. On n'aura pas de nouveauté à Melbourne. Je pense que nous allons essayer de bien optimiser notre package. Voilà où nous en sommes pour le moment. Il faut attendre et voir lorsque nous aurons de nouvelles pièces sur la voiture, quel type de progrès nous ferons. Et j'espère que cela nous rapprochera de Red Bull. Ça peut être ça un petit peu la promesse justement. Red Bull peut se rater aussi sur ses évolutions. On rappelle le nouveau package attendu au Japon. On n'y croit pas trop, mais on l'espère fort. Juste pour le spectacle, c'est pas qu'on est anti Red Bull, mais qu'on a envie d'avoir peut-être un peu plus de bataille devant. On verra en tout cas et on sera là bien sûr pour en parler. Les gars, on a peu parlé de Red Bull, c'est vrai, dans cette émission. Et pourtant, Red Bull a beaucoup fait parler de lui et de ses équipes et de beaucoup de choses, de ses coulisses encore ce week-end. Je vous rappelle, émission spéciale la semaine dernière, mercredi, qui parlait de cette guerre fratricide entre Christian Horner et Jos Verstappen. Petit élément qu'on avait dit sous couvert d'eux pendant cette émission, c'est qu'il y avait un conflit personnel entre ces deux personnes. L'information et la raison du conflit personnel, on nous l'avait raconté, on ne l'avait pas dit dans cette émission parce qu'on n'avait pas la preuve ultime. Elle est sortie dans les médias internationaux, donc on vous laisse bien sûr aller le voir, mais il y aurait sans doute une histoire de cœur entre les deux garçons et cette assistante malheureusement au milieu. Bref, c'est pas le propos. On a beaucoup parlé surtout du départ de Max Verstappen du côté de Mercedes. Et Brice justement, y croit. Il nous a expliqué pourquoi. C'était dans l'émission Pole Position sur Winamax TV ce samedi. Si derrière, son image peut être écornée par l'affaire Horner, si Helmut Marko décide de partir, si Red Bull décide de laisser Christian Horner, parce que le contrat de Christian Horner lie celui d'Adrian Newey, celui de Pierre Vacher et celui d'autres ingénieurs chez Red Bull, je ne vois pas pourquoi la porte ne pourrait pas être ouverte à un départ de Max Verstappen. En plus de ça, la révolution 2026 arrive, Ford arrive, on a vu qu'un nouveau motoriste, quand il arrive, c'est toujours très compliqué. On a vu l'arrivée d'Honda en 2015, du côté de chez McLaren. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il veut se rassurer en se disant une ère de motoriste aussi, ça va peut-être favoriser Mercedes. Et du coup, pour continuer à dominer, il n'y a pas de raison que Mercedes ne revienne pas au niveau à ce moment-là. En tout cas, les cartes seront rebattues et les cartes n'avantagent pas Red Bull puisque c'est une ère de moteur. Donc, rien n'est incroyable dans les rumeurs qui circulent maintenant, surtout depuis la libération du baquet par Lewis Hamilton. Voilà les explications de Brice concernant le fait qu'il croit
possible départ de Max Verstappen chez Mercedes. Comment tu te situes, toi, Hamza, sur la question? Est-ce que ça t'intéresse déjà ce débat-là? Est-ce que pour toi il a raison d'être? Oui, il m'intéresse parce qu'on parle de Max Verstappen et on parle du pilote aujourd'hui qui est le plus dominant en Formule 1. Donc forcément qu'il m'intéresse. Je reviens à ce que je disais il y a quelques mois dans les pistonnés. Verstappen, je ne suis pas persuadé que sa soif soit guidée par les trophées et par le nombre de titres et par les records. Par contre, par les challenges. Ce qui se passe aujourd'hui chez Red Bull, encore une fois, on verra, hein, tous les 3 jours, on a des rebondissements, mais ce qui se passe aujourd'hui chez Red Bull, si demain Max doit quitter Red Bull, je ne serais pas surpris de le voir rebondir ailleurs et de vouloir gagner ailleurs. Mercedes, Ferrari, la place est prise pour le moment, mais de la même manière que je ne serais pas surpris à ce qu'il quitte la F1 du jour au lendemain et qu'il fasse d'autres disciplines. Parce que Verstappen, on a tendance à l'oublier ou ne pas assez l'évoquer, mais avant d'être un fan de Formule 1, c'est un fan de sport automobile. Rien tout ne confondu, dit que demain, il fera une discipline aux États-Unis, il fera de l'endurance. Je sais qu'il joue beaucoup sur e-racing, d'ailleurs, incroyable. Juste avant les qualifs, juste avant la course, un proto. il joue tous les jours. Exactement. Donc, tout est possible avec Max. C'est peut-être le pilote le plus illisible parmi les gros noms aujourd'hui en Formule 1. Qui soit sur le plateau, donc tout est possible. Donc oui, je crois qu'il est possible qu'il aille chez Mercedes, mais je crois qu'il est possible qu'il reste chez Red Bull, qu'il quitte la Formule 1, tout est possible avec Max. Ouais, complètement. Il avait dit à Guillaume Nedelec, notamment dans une interview il y a un an, où il avait dit que l'endurance, il visait ça en tout cas à horizon 2026-2027. Page refermée, les amis. Mercredi, sachez une chose, c'est qu'on aura un grand débat autour de Mercedes, plus globalement, le projet sportif, la W15. Restez avec nous parce que vraiment ce sujet risque d'être piquant et épicé. Et est-ce qu'on en a terminé avec l'affaire Horner? Ça, le point de suspension, on verra au prochain épisode, on aura l'occasion d'en parler. Enseignement 3, les gars. McLaren, on n'en a pas parlé après Bahreïn parce qu'on avait du mal à les situer. Que peut viser cette MCL 38? Alors, on disait avant le début de ce week-end que Jeddah était un tracé censé leur convenir. Elles qui ont été pénalisées par leur DRS en qualif, on estime le déficit à 4 dixièmes sur un tour. Des Ferrari, on l'a vu, qui étaient quand même intouchables en termes de rythme de course à l'arrivée de cette course. Et puis, globalement, individuellement, il y a le pari de Norris qui n'a pas marché, qui n'a pas été récompensé. Il y a Piastri qui est resté bloqué derrière Hamilton pendant 20 tours pendant cette course. Et une question aussi, pourquoi Norris n'a pas été sanctionné? Pourquoi surtout, où est-ce que vous situez McLaren? Est-ce que vous avez l'impression d'en savoir un petit peu plus sur la monoplace Papaye après ce deuxième Grand Prix? Un peu, mais Jeddah, et encore une fois, c'est dur de les juger là-dessus, et c'est un circuit où je m'attendais pas à aller voir à grande fête, notamment par rapport à... Bah ouais, parce que c'est la pointe. Ouais, je suis d'accord, mais on mais l'enchaînement des virages rapides en même temps. Exactement. Oui. On les attendait un petit peu plus, justement. Mais il y a trop de je les attends plus à Jeddah qu'à Melbourne. Exactement. Oui, mais la pointe, c'était déjà le problème l'année dernière. Bon, c'est pas la même voiture, tu vas me dire. Parce que l'année dernière, c'était vraiment un tracteur qu'ils avaient à Jeddah. Mais je sais pas, moi je me faisais pas une idée folle de McLaren parce que justement, on sait que les dépassements se font à cette vitesse de pointe, que ce soit au T27 ou au T1. Et que du coup ça allait être compliqué pour McLaren. Force est de constater que ça a été pas si compliqué que ça, et que moi je trouve qu'en rythme de course, alors il y a cette histoire avec justement Norris et le pari de ne pas s'arrêter, qui brouille un peu la lecture, mais on se basait sur Oscar Piastri. Le rythme de course, hormis les dépassements qui étaient compliqués parce que justement il n'y avait pas cette vitesse de pointe, le rythme de course, je pense que c'est le 3e meilleur, et que ils sont devant Mercedes. Ça va dépendre des circuits sans doute, mais j'ai quand même une assurance de solidité et une assurance de continuité sur la même trajectoire que l'année dernière. La seule différence, c'est que Ferrari a fait ce step en course, contrairement à eux. Mais que du coup, à mon avis, leur position, c'est 5 et 6. Leur vraie position en course. Sans abandon, sans rien. Oui, ouais. et puis sur un tracé lissé sur la saison, on va dire. Tu vois, on va dire un tracé classique du côté de chez McLaren. Le tout petit bémol que j'ai eu, mais encore une fois, comme dirait Hamza, il n'est pas responsable du lâche qu'il a et il n'est pas responsable du nombre de courses qu'il a en expérience, c'est que j'ai trouvé que Piastri a manqué un poil de mordant face à un Lewis Hamilton qui était ultra rusé sur les défenses, que effectivement la pointe ne l'a pas aidé et que justement ce DRS pas fou. La pointe de la Mercedes l'a pas aidé non plus. Je sais pas si tu as vu les stats. Mais du coup, je me suis dit, il aurait pu faire preuve d'un peu plus de malice parce que
c'était le pilote McLaren le mieux placé si, hors cette stratégie de Lando Norris qui aurait pu payer s'il y a eu une safety car. C'est vrai. Bien sûr. Mais ça n'a pas payé. Oui, mais moi je valorise. Oui, Comme complètement, d'habitude. c'est l'audace. Oui, Ce qu'a moi aussi, tenté parce que McLaren ça- avec parce qu'on Norris, aurait- c'est ce qu'a tenté Mercedes Tout à avec fait. Hamilton. Si ça marche, c'est jackpot. Donc Oui, moi mais je valorise. On aurait loué la strat. Et puis au Et- final, excuse-moi, je reste sur cet aspect. Vas-y. Mais t'as pas grand chose à perdre, mine de rien. Parce que Non, l'écart bien sûr. est tellement important avec Tu iras la pas les seconde chercher à la partie de régulière. tableau que Mm. tu ne perdras pas de points de place dans le top 10. Mm. Comme Stroll est dehors, tu sais que la 9ème place elle est verrouillée. Ouais. Après, est-ce que tu peux remonter sur Berman? Mieux vaut tenter quelque chose pour monter sur le podium et finalement te retrouver 7 et 8 Ouais, ou c'est 6, ça. non, 8 et 9 8 et 9. 8 et 9. ouais. que finalement faire du Piastri est plus classique près. et rester 5 et 6 ou 6 et 7. Ils ont tenté, ça n'a pas payé. Peut-être que demain ça payera et à ce moment-là on tirera notre chapeau. Exactement. Regardez la réaction d'Oscar Piastri. Elle est intéressante. Il nous parle justement de ces 20 tours où il est resté bloqué derrière Lewis Hamilton, la frustration. Il dit: je n'aurais pas pu faire mieux car on n'avait pas le rythme des voitures devant nous, on n'avait pas assez de vitesse de pointe, des difficultés dans le dernier virage. Il dit: 2 longues lignes droites et ce virage au milieu, c'était un supplice pour nous. On a des choses sur lesquelles travailler, mais ce n'était pas une mauvaise journée. Et juste pour resituer un petit peu l'idée de la hiérarchie, parce qu'on rappelle que ce troisième enseignement, c'était essayer de savoir si on en savait plus sur McLaren. On a notre super consultant dans les pistonnets, Fernando Alonso, qui regarde, vous savez, qui a toujours un regard avisé sur les choses, qui disait justement, après la course, Piastri n'a pas pu dépasser Lewis pendant de nombreux tours. McLaren était un peu lente en ligne droite. Comme nous sommes dans la première ligue. Je n'ai pas pu garder le rythme d'Oscar et Lando était plus rapide aussi. Red Bull et Ferrari sont devant tout le monde. Puis il y a McLaren et Mercedes, puis Aston 5e, mais plus proche de ceux de devant que du peloton. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde un petit peu la hiérarchie expliquée par Fernando Alonso, t'as une Formule 1 qui est coupée en deux, quoi. T'as 5 Il y a écuries. une Formule 1 qui est coupée en 7 là. Oui, en 7, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vraiment tu regardes au premier degré du microscope, t'as les 5 premières écuries, un trou abyssal et les 5 autres. Oui, T'as après 2 divisions, quoi. Même si t'as raison, il y en a 7, mais. En fait, il y a 5 divisions au début et après une autre division derrière. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ce qui peut faire peur là, pour la suite de la saison. C'est que va falloir que. Si Ouais. Aston n'est pas dans le rythme des Mercedes, qui n'est Oui, pas dans le mais rythme les de McLaren, développements, qui n'est pas dans le rythme de Ferrari. on a vu la saison dernière, le développement peut quand même rebattre assez facilement Oui, les sûr. cartes aujourd'hui en Et Formule 1. resserrer. Avec des écuries qui, semble-t-il, bossent plutôt bien. Surtout quand on voit Aston, le step, j'allais dire. Le pas. Le pas, merci. En français, c'est mieux. Entre 2022 et Ah, 2023, lorsque l'on voit McLaren entre début 2023 et fin 2023, on a des écuries qui aujourd'hui savent que les développements qu'ils vont apporter quelque chose. Minime ou pas, mais ça va apporter quelque chose. Donc par rapport à ça, je me fais pas de soucis. Pour revenir sur les problèmes de VMAX, Lando Norris, sa VMAX en course c'est 314 km/h, mais Lando Norris est le seul à ne pas avoir eu de DRS. Oui, Tu vois. c'est vrai. Finalement, si tu supprimes Lando Norris de ces statistiques, celui qui a la moins bonne VMAX, en fait, c'est Fernando Alonso. Piastri, il était dans le rythme en vitesse de pointe d'un Lewis Hamilton. Alors lui, justement, avait le DRS, avait l'aspiration et n'a pas réussi à passer. Mais non, je trouve que McLaren a maximisé ce qu'ils auraient pu. En fait, il le dit, Piastri, il pouvait pas faire mieux. Mais je suis un La peu quatrième frustré place, quand le même. résultat brut, la quatrième place, tu peux pas chercher mieux à la régulière quand t'es Oscar Piastri, quand T'es t'es pas un McLaren. peu frustré de te dire qu'ils avaient cet aileron là depuis les EL1 et qu'ils ont pas débraqué? Tout le monde a débraqué. S'ils n'ont pas fait, c'est qu'il y a peut-être une Bah raison. oui, c'est alors que- mais justement, en fait, j'ai envie de savoir si effectivement cette McLaren dans les rapides, elle n'avait pas d'arrière si on débraquait l'aileron. Et à ce moment-là, en fait, on voit les forces et faiblesses de cette voiture. Mais si on nous montre une McLaren qui a l'aileron arrière, mais c'est un mur à Jeddah qui du coup leur empêche totalement d'avoir une vraie vitesse de pointe sur un circuit où il y en a besoin, j'ai quand même envie de savoir pourquoi. Et je sais pas si justement ils souffrent par exemple du même type de problématique Mais que Mercedes, qui elle a fait avec ce manque de stabilité. regarde peut-être ce qu'ont fait les autres. On a vu la citation tout à l'heure de Charles Leclerc qui a dit clairement qu'ils n'avaient pas privilégié la vitesse de pointe. La McLaren, c'était le problème. On va en parler mercredi, mais Mercedes, vraisemblablement, c'était aussi également la même chose. Moi, j'ai quand même l'impression que parmi les choix et paris de setup qui ont été faits par les différents pilotes et écuries, il y a une majorité qui se sont concentrés sur le fait de mettre peut-être un petit peu plus d'appui pour avoir plus de vitesse dans les virages rapides et sacrifier un peu de VMAX en ligne Quand droite. tu vois la mais- différence entre McLaren et Mercedes sur l'enchaînement de virages rapides, et j'ai en tête ce tour 45 ou 46 où Hamilton au virage 1, il est à 2 dixièmes de Norris, il est collé grâce au DRS.
et qu'il y a cet enchaînement, donc 1, 2, 3, à partir, je crois, c'est du 4, entre le virage 4 et le virage 12 ou 13 ou 11, je sais plus, il y a donc beaucoup de virages en soi, Ouais, et très mais rapide. ils sont tellement rapides qu'ils se font en 12 secondes, ces virages. Mm. À l'entame de cet enchaînement, Hamilton est à 3 dixièmes de Norris. Mhm. Au sortir de l'enchaînement, Hamilton est à 1 seconde 3. Wow. Et les deux sont en gomme tendre, sont en full attaque, sont en... Oui, non, mais attends, il y a aussi le fait de se faire déventer. C'est-à-dire que tu peux pas rester à 3 dixièmes d'un mec dans des rapides comme ça On sans est d'accord, prendre mais le tu mur. prends une seconde. C'est Et beaucoup. là, je prends volontairement cet exemple pour caricaturer au max. Mais en fait, ça a été, sur l'ensemble de la course, la différence majeure entre McLaren et Mercedes. C'est justement la facilité qu'avait McLaren sur cet enchaînement de virages rapides. Mais par contre, avait plus de difficultés en vitesse de pointe, avec le DRS qui était moins efficace que d'autres écuries. Et sur les rares virages lents que tu avais à Jeddah. C'est dur à lire parce que t'as ça là maintenant qui te fait dire que du coup privilégier le 1 t'aidait visiblement à garder ta position, et en même temps Jeddah t'as toujours prouvé que avoir de la pointe c'était la seule manière de garder ta position. On se souvient de Max Charles Et en Max 2022. Max Lewis c'est- en 2021. C'est ce qui permettait à chaque fois à Hamilton de revenir à Complètement, chaque fois en fait. C'était complètement. rebelote. Donc, Grâce à l'aspiration, puis grâce au DRS, Exactement. tu revenais. Oui, et puis en fait, sur l'enchaînement, tu reperdais. Donc, après, les deux c'est un strates jeu de- aérodynamiques doivent se valoir, mais ça doit dépendre aussi de la monoplace que tu as en face. C'est-à-dire que si en plus effectivement tu as une Mercedes qui a de l'arrière qui chasse de partout, elle a beau être rapide, il va arriver à la fin du secteur 2, il va être inatteignable Norris pour Hamilton. Donc et à côté de ça, Piastri quand lui attaque Hamilton n'a pas la pointe pour le faire. Donc en position d'attaque, la Mercedes n'était pas bonne, et en position d'attaque, la McLaren n'était pas bonne. Donc bon. Prochaine grosse évolution, grosse évolution pour McLaren, c'est Imola ou, avec un peu plus d'optimisme, Miami. D'accord. Eh ben, on va suivre ça, en Donc, tout cas, course l'évolution 6 ou course 7. de cette MCL 38. Les gars, je vous propose quand même qu'on parle un peu de deuxième division. Hein, dans cette, Ah, on parle pas de émission. Norris du faux départ Si, c'est Ah, si, vrai, non, oui. si, très rapidement. Allez. Si vous pouvez nous expliquer pourquoi il n'a pas été sanctionné, alors que sur les images, on avait la sensation que, On il n'avait vole, pas la sensation. il Sur vole les le images. départ, et que 2, surtout, il ne part pas de la bonne position sur l'emplacement Alors, avant le début du petit starter. rectificatif, pour moi, c'est pas un départ volé, c'est un faux départ. Faux départ, volé, ouais, c'est voilà, Maldonado oui. en Belgique. T'as raison. Il s'arrête pas. Tu vois, il se retrouve. c'est Massa vrai, aussi t'as en raison. Belgique avait fait ça. Non, il avait fait un faux départ. Pas souvenir. Non, ça c'est vraiment faux départ. Ouais. On peut l'expliquer aux gens qui nous regardent, c'est tout simplement une histoire de capteur. C'est-à-dire que le capteur n'a Transpondeur. pas bipé. Le transpondeur Voilà. n'a pas bougé suffisamment pour que ça soit considéré comme un jump start. Et à partir du moment où en Formule 1 à l'heure actuelle, et même chez Mercedes, comme on a l'habitude de la rappeler Hamza, on ne fonctionne qu'aux ordinateurs, et ben Ça, on va en parler mercredi. Et ben on ferme les yeux et on ne se rend pas compte qu'effectivement Lando Norris a bien 80 cm d'avance sur Il n'y a son- pas la VAR en Formule 1, je comprends pas. Non mais en fait moi ce que je comprends Vas-y, pas c'est ça. que tu parles de technologie. Ouais. Aujourd'hui on ne suit que la technologie. Mais si la Elle technologie est moins bonne que l'humain. nous montre le contraire, que ce que des millions de personnes peuvent voir à l'œil nu sur le direct, je sais pas pour vous, moi je l'ai vu sur le direct. T'es alors sûr après, sur le direct ralenti, en on en commentant parle ensemble même pas. Hmm. C'est qu'il y a un problème dans la technologie et dans l'application du règlement. Et je ne veux Donc, surtout pas y a-t-il entendre une- une chose. Y a-t-il une zone grise ou pas? Moi c'est la question que je me pose parce que, Oui. et c'est ce que disait notamment Jack Doohan, Ouais. s'il y a une zone grise sur cet aspect-là, ça peut devenir problématique. Bah déjà parce que concrètement le mouvement s'il est visible à l'œil nu je vois pas l'intérêt de le mais c'est bizarre je le ramène à chaque fois si le mouvement il est visible à l'œil nu pourquoi on a besoin d'un capteur et si le capteur il dit pas qu'il y a mouvement je comprends pas l'intérêt du capteur En fait, le capteur, il est présent lorsque l'œil nu ne le voit pas. Hmm. Bah C'est oui. pas l'inverse. et deuxièmement qu'on ne vienne pas nous dire que Lando Norris a été puni par la conséquence du fait d'avoir démarré plus tôt et que ça lui a retardé son temps de réaction Ah, sur le retour. On ne juge pas la conséquence, mais Mais l'acte. exactement. Donc, je veux pas lire ça. Et d'ailleurs, Norris il s'en sort bien sur cette situation et il s'en sort très très bien aussi sur le, comme dirait Jacques Villeneuve, les zigzags Ah oui. sur Hamilton. il Parce était qu'Hamilton averti, il avait ouais. entamé son dépassement et s'il n'y a Comment- pas cette Comment manœuvre. t'as imité C'est toi l'imitation, c'est toi Les le zigzags maestro de l'imitation. Mais Il n'avait pas à faire ça. En l'occurrence, Hamilton, si Norris ne fait pas ça, Hamilton passe au virage 1 et c'est peut-être une pas la autre même course. course entre les deux. Petite question très rapide. Tu m'as parlé en début de saison, avant sur l'émission preview, d'un Norris qui poutrait Piastri sur les qualifications. Je suis tombé sur une statistique. C'est moi qui dis ça ou c'est Oui. les gens dans les Non, tu as dit ça parce que tu as été un fervent défenseur de Lando Norris. Manu, il se régale là, il Manu peut fait un donner Thierry des Roland. Roland. Moi, je Non, sais mais- que je suis le premier spectateur de cette émission, je vous le dis. Depuis Spa-Francorchamps 2023, en qualif, 9-8, Piastri,
face à Norris. Ça s'est Je joué glisse. à un poil de cheveux, un petit cheveu. Non, il mais faut le dire, glisse, hein, non, mais sur- c'est très sur serré. samedi. Non, mais T'as entre les raison, deux, t'as c'est raison, toujours t'as très raison. serré. C'est très, Glisse-le, très serré. mais si jamais la stat tourne à ton désavantage en termes d'argumentaire, j'espère que tu le sortiras aussi et que tu seras intègre. Ah non, mais l'intégrité, c'est justement ce qui me caractérise. Donc ne t'inquiète pas par rapport à ça, je la ressortirai. Voilà, désintégration, oui, peut-être, mais l'intégration. Allez les gars, on avance un petit peu, malheureusement il nous reste très peu de temps. Il y a un quatrième enseignement où il y a beaucoup de choses à dire. Parce que les médias, les réseaux ont été dithyrambiques avec un homme, Esteban Ocon. Héroïque ou circonstancielle cette performance de ce samedi, lui qui s'était raté dans le premier secteur en Q1, qui a dû partir 17ème sur la grille. Esteban Ocon aux portes des points après la sortie de la safety car, finalement 13ème, qui a été à la lutte quand même pour la 11ème place, qui paraît complètement aberrant quand on connaît les qualités, à mettre entre guillemets, de l'Alpine. Il termine devant 2 Racing Bull, 2 Sauber, une Williams. Alors, comment on explique ça ? Est-ce que c'est Esteban Ocon qui a été héroïque ou est-ce qu'il a été à la fois aidé et bloqué par la stratégie mise en place par Haas, dont on va parler bien sûr tout de suite et puis, quand on va parler d'Esteban Ocon, je veux quand même qu'on parle des contenders de la deuxième division. La stratégie, je disais, réussie de Haas. La pénalité contre Magnussen, les pénalités contre Magnussen, mais celle qui a été jugée inutile d'ailleurs par Laurent Mekies, le boss de Racing Bull, après le move sur Tsunoda. On va en parler parce qu'il a raison. Et parce qu'il a raison. Et puis derrière, un petit mot quand même sur Racing Bull qui a été quand même très décevante ce week-end. Franchement, c'est même depuis le début de saison. Ouais, tout le respect que j'ai, en plus c'est vraiment un pilote que j'apprécie beaucoup, Esteban Ocon. Oula. Moi, ce qu'il se passe à Jeddah samedi n'est que l'unique conséquence du train Magnussen. Oh Je suis désolé de le Non, dire, mais- ça va choquer, ça va, je sais que Non, ça fait pas patriote, ça fait pas, moi je veux bien entendre toutes les... Mais si Magnussen ne décide pas de rouler avec sa Formule 2 2 secondes. sur hein. un rythme de plus Formule lent. 2, Ouais, 2 secondes. Il Je a baissé son caricature. rythme de 2 je secondes. caricature volontairement, mais on va rappeler pourquoi en fait. Magnussen, il avait C'est ses ça. pénalités. Il avait 10 secondes, puis 10 secondes, donc 20 secondes de pénalité. Donc chez Haas, on se dit, Magnussen ne pourra pas marquer des points. Donc on laisse Nico Hülkenberg en piste sur une stratégie décalée comme Norris, comme Hamilton et comme c'est qui la chose, c'est Guan Yu Zhou le dernier. Oui, c'est Guan Yu Zhou. Et on va, comme Magnussen est devant toute la deuxième division, donc Tsunoda, Ricciardo, Ocon, Bottas, Zhou et j'en oublie certainement. J'en oublie. Sargent, Sargent, Albon. Albon, voilà, les Williams. En fait, Magnussen Stroll, va peut-être juste. Non, Stroll c'était craché puisqu'il y avait. Mais la- je sais, mais je fais Ah, exprès. excusez-moi. Gardons du temps. Ah oui, d'accord. Tu te retrouves dans une situation où en fait on se dit chez Haas, bon bah Magnussen va ralentir tout ce train, sachant qu'il a une VMAX intéressante, ce qui quand même est prometteur. On le sait maintenant depuis le premier GP à Sakir, qui est le circuit le plus abrasif, la piste la plus abrasive de la saison. Haas ne détruit plus ses gommes comme c'était le cas la saison dernière. Donc ils ont résolu un problème majeur. Donc on va utiliser Kevin Magnussen pour créer un écart très important avec Nico Hülkenberg. S'il y a voiture de sécurité, on fait entrer Nico Hülkenberg et bon, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il faut créer un écart encore plus conséquent, 25 ou 30 secondes ou peut-être même plus. L'arrêt était 23 secondes, mais je ne sais plus combien exactement créait Magnussen par rapport à Nico Hülkenberg, pour permettre à Nico Hülkenberg de s'arrêter, de ressortir devant tout ce train et ensuite d'aller chercher le 10e point qui était disponible suite au crash de Lance Stroll. Et d'ailleurs, ce sera très intéressant, dès qu'il y aura un abandon, cette 10e place, elle va valoir très Ah oui, cher de l'or. pour n'importe quelle écurie de deuxième division. Et grâce à cette stratégie, Nico Hülkenberg, du coup, termine à la 10e place. Mais dès que Hülkenberg s'arrête et ressort devant ce train, Magnussen a rehaussé son rythme et personne n'a pu suivre le rythme de Kevin Magnussen. Donc si Ocon termine aussi bien placé par rapport à sa position de départ, c'est pour moi principalement parce que le rythme était extrêmement lent devant lui. Il le dit, Esteban Ocon, entre les lignes, hein, à la fin de cette course. Ouais, mais en attendant, on n'est pas en train de juger la perte de l'Alpine, on est en train de juger la perte d'Esteban Ocon, qui a fait sa performance vis-à-vis des circonstances de course. Non, mais à ce moment-là, on enlève du mérite à la victoire de Gasly à Monza et d'Ocon à Hongrie. C'est pareil. C'est des Non. circonstances. Mais si, c'est des circonstances de course et des stratégies. Si Hamilton ne foire pas sa stratégie à Hongrie, il y a jamais. Mais ça, on l'a toujours dit, ça. Eh ben là, c'est quoi ? C'est une stratégie de Kevin Magnussen qui avantage à un moment donné Esteban Ocon. Mais pour autant, le fait d'aller dans le grabuge chercher Tsunoda et verrouiller cette position-là, il n'a perdu la position que par rapport à Alex Albon. C'est tout. Mais cette Alpine ne peut pas terminer à la place où Esteban Ocon l'a amené, Mais point barre. Sur ce point, on est d'accord. Quoique la Racing Bull avait vraiment un rythme de course lamentable. Hein. Non, mais C'était en fait, l'avant-dernier rythme. on parle, sur cette on course. parle pas de la même chose. Bah si. Moi, je te dis juste que, in fine, le résultat d'Esteban Ocon, évidemment qu'il est dépendant de Il est en la trompe-l'œil. monoplace qu'il a et que Alpine est aujourd'hui la il pire. est dû à ce qu'il a fait en course
aidé par ce qu'a fait On Magnussen. est d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est que s'il n'y a pas Magnussen et que tout le monde roule à son rythme, bah peut-être qu'Ocon se fait déposer par tout le monde. C'est ça que je te dis. C'est que le fait de rouler 2 secondes au tour plus lentement, ça permet d'avoir un train. Ils étaient tous en train de se suivre. Hein. De Magnussen à la dernière place, ils étaient tous dans le fameux train DRS où il est très compliqué. Le seul qui a tenté quelque chose, c'est Yuki Tsunoda. Il a tenté un dépassement. En tentant ce dépassement, il s'est fait manger dans la foulée par Esteban Ocon. Une opportunité, Il l'a saisi. il l'a Mais prise. bien sûr. Mais ce que je veux Mais dire, du coup, c'est c'est héroïque, je trouve, par rapport au tracteur qui héroïque, l'emmène. des mots. Héroïque, c'est ce qu'il fait en Hongrie. Ah ouais, Où tu tiens Sébastien Vettel à un moment. Là, c'est pas de l'héroïsme. Non, Mais mais- calmez-vous sur les superlatifs. Non, non, Il Attends, maximise les circonstances de course. Quand je dis héroïque, c'est qu'il y a une opportunité, une seule, d'amener cette Alpine loin de la place qui lui appartient, à savoir. Mais on découvre pas Esteban Ocon aujourd'hui. Ce qui serait... Bah, je suis désolé, mais ce qu'il a fait avec cette Alpine-là, alors que normalement, moi personnellement, tu me mets dans une voiture qui a encore moins de potentiel que l'année d'avant, qui avait déjà plus de potentiel, peut-être que je suis pas forcément aussi lucide et motivé que l'a été Esteban Ocon. Moi, je trouve que ce qu'il a fait samedi est phénoménal pour tenir ses Williams, parce que le train DRS, il n'y a pas que le DRS qui compte, hein, il y a aussi la vitesse de pointe. Hein. En vitesse de pointe, elle est catastrophique. Donc, tu vas voir le DRS. DRS, aspiration, utilisation de la batterie, ça peut aider. Les, Alors, mecs, ce qui- les mecs ont la même chose derrière. Non mais là Oui. où on sera d'accord tous Mais la même pour chose ça avec devant. toi, c'est que c'est vrai qu'à Jeddah avec la voiture dont il dispose et les défauts de cette voiture là, c'est vrai que c'est quand même fort déjà d'aller au bout, de pouvoir se mêler à la lutte avec des pilotes qui normalement avec lesquels il ne doit pas se battre. Après c'est vrai qu'on peut pas éluder la circonstance en effet de ce Bien train, sûr que non. train Magnussen. Je pense que la vérité en fait elle se situe au milieu de ce Non, mais que je pense vous qu'on venez dit de tous les deux la Je pense vérité, que vous mais êtes tous les deux de dans la manière vérité, différente. tout à fait, ça se Komatsu complète. disait il y a 8 pilotes qui Mm. se battaient pour la 10e place. C'est ça. 8 Oui. pilotes. Mm. Donc t'enlèves Stroll et t'enlèves Gasly, Mm. il reste 8 pilotes. Exactement. Mais Donc- en attendant, le rythme n'était pas fait pour choper des points, et pour autant, il s'est retrouvé dans une lutte qui potentiellement aurait pu lui amener des points s'il y avait eu justement Si près, si loin, j'ai l'impression des points quand même. Ouais, pour mais, Esteban mais, Ocon, mais, hein. mais si près, si loin. Mm. En attendant, jusque-là, on était sur du si loin tout Mm, court. C'est vrai. Et je trouve que c'est quand même fédérateur au moins pour Alpine de se dire eh ben, on a vraiment une caisse nulle, mais par contre, on a des pilotes qui vont en tirer 120%. Mais c'est pas nouveau. Mm. Mais ça, c'est ce que je disais la semaine dernière. L'optimisation. Le fait, Attends, mais- et aussi sur la motivation des pilotes. Tellement dur, Ce là. sera. Non, mais C'est un truc de ouf. Bah alors peut-être que je mets Esteban Ocon Non, plus haut que ce c'est que pas- tu c'est penses. pas- c'est pas Mais dur, moi, c'est une Esteban Ocon, explication. sur les chapeaux, je l'avais mis chapeau 2 et je considère qu'Ocon est un concurrent à n'importe quel autre prétendant pour le baquet Mercedes. Excusez-moi de considérer qu'Esteban Ocon est un très bon pilote et de ne pas découvrir qu'Esteban Ocon, bah, il est capable de, sur la seule opportunité de réaliser un dépassement Je suis et désolé, de mais suivre un train DRS. Enfin, pour moi, Alex j'ai Albon déjà doit vu- finir devant. Pour moi, Bah, il finit devant. finit Bah, finit devant. Oui, pardon, devant. je pensais à. Sargent. Sargent Non, je pensais à. Daniel Ricciardo. C'est les pilotes- Ricardo, pourquoi les il finit pilotes Red Bull. On l'a pas vu au niveau de la réelle. Ricardo, Le- l'arrêt ouais. sous voiture 41 secondes. de sécurité, 41 secondes. Et puis il y a le tête à Donc- queue. Lui, il était pas obligé. Tête à de queue, Oui, ouais, toi, t'es pas obligé, c'est vrai. T'es pas obligé. Mais tu perds 41 secondes au stand quand Oui, t'es non, Daniel c'est vrai. Ricciardo. Ça compte aussi. Mais le rythme était Mais- dramatique, c'est Racing Bull. Hein. Mais mentalement, avec Vraiment. une voiture pareille, on a vu des pilotes largement lâchés, genre Daniel Ricciardo. Oui, mais si tu lâches dès Euh, la deuxième course. Encore une fois, c'est ce que je disais la semaine dernière. Je sais On pas, va avoir moi, je- besoin, et les pilotes, et ça va beaucoup demander à des pilotes qui ont connu la victoire et qui ont connu des podiums, pas plus tard que la saison dernière, Ocon Monaco, je le rappelle. Ces pilotes-là, ils vont avoir besoin de prendre sur eux, de gérer cet aspect psychologique qui sera nouveau pour Esteban Ocon, qui n'a jamais connu de sa carrière, à part peut-être Manor. le mais- Manor au tout début sur vrai. une demi-saison, Mm. mais c'était aussi une demi-saison d'apprentissage. Mais excusez-moi de considérer que oui, bah, Esteban Ocon, il est capable de réaliser un dépassement sur sa seule opportunité, il est capable d'utiliser de la roublardise et de la Mhm. malice pour défendre, face à Sargent, face à Albon, face à Joe, face à Bottas, face à Tsunoda, face à Ricciardo. Oui, pardon, peut-être que je place Ocon bien au-dessus de ce que le monde francophone pense de ce pilote, mais oui, En tout cas, quoi- j'ai pas été impressionné, quoi. Quoi- Héroïque, non. Quoi qu'on puisse dire sur ce plateau, on est d'accord sur une chose, c'est qu'Esteban Ocon est un grand pilote et vous l'avez répété d'une manière différente tous les deux et ça c'est intéressant. Juste, je voulais terminer, je sais qu'on a dépassé le temps, mais je voulais juste terminer sur cette citation de Bruno Famin. On a reçu le communiqué d'Alpine post-course hier. Et il y a une déclaration de Bruno Famin que je trouvais quand même assez dingue, qui nous dit ceci. Nous avions dit que le début de saison serait difficile et les premières semaines l'ont été avec les essais et 2 Grands Prix. Même si des évolutions arrivent, nous devons comprendre notre manque de performance. Je voulais juste partager ça parce que Bruno Famin nous a dit ce week-end qu'il n'y avait pas de crise chez Alpine. Bruno Famin nous a expliqué que non, c'était pas une catastrophe, mais que c'était juste une nouvelle restructuration. Ce communiqué, je vous dis, c'est le communiqué d'Alpine qu'on a tous reçu sur notre boîte mail samedi
samedi soir. Il me fait froid dans le dos. Voilà, on comprend toujours pas ce qui C'est manque bizarre parce aujourd'hui à Alpine. que Julien Febvreau disait qu'en off, mais il a eu l'autorisation d'Alpine pour le dire, Luca De Meo lui disait laissez-nous jusqu'à la moitié de saison, Moitié de saison, L'été, ouais. ouais. jusqu'à l'été pour redevenir performant, mais qu'il est hors de question pour un groupe comme Renault de voir Alpine terminer dernier. Et après Bahreïn, Gasly disait qu'il comprenait ce qui se passait pas. Ce qui se passait mal, pardon. Donc, D'accord, bon, voilà. C'est Bruno, quoi. Non, on m'avait dit que les problèmes c'était Alan Perman et Ouais. Otmar Safnauer et qu'une fois que Et Bob Bell. qu'ils seraient partis. Non, mais et deux dans- semaines, c'est à Bob Dans Bell. le Parisien, les problèmes, c'est d'Angleterre, et dans le Daily Mail, le problème, c'est Viry. français. Donc, bref. Ah, si déjà C'est bien, entre ça tire dans le même Français, sens. Mais c'est entre comme- Français on n'a pas la même communication. C'est comme votre débat de tout à l'heure, la vérité est sans doute entre les deux, voire Dans la Manche. dans les deux. C'est ça, exactement. Sous la Manche. Sous le tunnel, dans le tunnel, pardon, excusez-moi les gars. Voilà en tout cas pour ce débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. J'ai oublié de mettre les classements pilotes et constructeurs, mais vous les connaissez à peu près. Il y a une chose à noter, c'est que Ferrari a déjà le double de points de Mercedes, et que Mercedes, on en parle justement mercredi, on va interroger la W15, on va interroger le projet sportif qui nous donne beaucoup d'inquiétudes sur ce plateau. Bref, on va parler de tout ça. Merci Brice, merci Hamza. C'était du grand luxe encore une fois. Et mercredi, une nouvelle émission pour se retrouver. Bref, c'est que le début de saison. Salut les amis. Ciao.